Comme le dit Françoise Lavocat dans Faits et Fiction de 2016, l'idée selon laquelle les frontières de la fiction auraient disparu ou seraient définitivement brouillées est largement répandue. Quelques années plus tôt, en 2011, dans son introduction au numéro du débat consacré au thème « L'histoire saisie par la fiction », Pierre Nora note « S'il est cependant légitime de se demander aujourd'hui où passent réellement les frontières entre les deux genres, c'est qu'elles se sont, depuis 30 ou 40 ans, largement effacées. Or, l'usage de largement, qui figure dans les deux citations, me semble clé. Malgré les rapprochements entre les deux disciplines, il existe toujours des frontières entre l'histoire et la littérature, des points de démarcation que les historiens, tout comme les littéraires, continuent à énoncer. Suite aux critiques postmodernes d'un récit linéaire, voire téléologique, ainsi que son narrateur prétendument objectif, les historiens commencent à prendre pour acquis que le récit historique pourrait partager certaines caractéristiques avec le récit romanesque, tout en affirmant, néanmoins, que leur texte se différencie de la littérature par l'inclusion de preuves. L'histoire est, selon Roger Chartier, et je cite, « un discours qui comprend en lui-même, sous forme de citations qui sont autant des faits de réalité, les matériaux qui le fondent et dont il entend produire la compréhension. » Ce type d'écriture est, selon ce que Michel de Certeau appelle « écriture feuilletée », se pose comme historiographique le discours qui comprend son autre, la chronique, l'archive, le document, c'est-à-dire celui qui s'organise en texte feuilleté, dont une moitié, continue, s'appuie sur l'autre, disséminée, et se donne ainsi le pouvoir de dire ce que l'autre signifie sans le savoir. De Certeau ajoute que cette écriture feuilletée fonctionne à la manière d'une machinerie qui tire de la citation une vraisemblance du récit et une validation du savoir. Elle produit donc de la fiabilité. Les écrivains de romans historiques se sont penchés aussi sur les chevauchements de l'histoire et la littérature. Et plusieurs d'entre eux se sont tournés vers l'histoire pour y puiser l'inspiration, tant au niveau du sujet de l'écriture que de la stylistique. On voit donc, surtout dès le tournant du XXIe siècle, un intérêt grandissant pour l'archive et l'enquête historique dans le roman contemporain français. Dora Bruder de Patrick Modiano, publié en 1997, est peut-être le plus célèbre de ces textes. Mais on retrouve de plus en plus de romans historiques à base d'archives, avec un narrateur à la première personne qui se veut spécialiste d'histoire et dont l'autorité est montrée par une citation généreuse de documents historiques. Or, comme montrera cette communication, l'intégration de citations dans le roman contemporain pour créer un style d'écriture feuilletée n'a pas toujours l'effet escompté, c'est-à-dire un effet de fiabilité. À partir d'une lecture de deux romans parus en 2009, Les 11 de Pierre Michon et HHHH de Laurent Binet, j'examinerai les manières dont cette appropriation du style historique joue avec les attentes du lecteur et met en question la possibilité de reconstituer avec certitude le passé. Je commence avec Les 11 de Michon, qui est un monologue prononcé par un guide au musée du Louvre qui présente le célèbre tableau Les 11 par François-Élie Corentin. Son interlocuteur est un monsieur inconnu, sur qui on ne reçoit aucun détail sauf qu'il est bien éduqué, il connaît le latin. Ce tableau, exposé en place privilégiée dans le pavillon de Flore au Louvre, dépeint les 11 commissaires du Grand Comité de la Grande Terreur, Robespierre, Saint-Just, Saint-André, Collot, et ainsi de suite. Or, si vous êtes déjà allé au Louvre sans avoir vu ce tableau, ce n'est pas que vous l'avez manqué, ou même qu'il était en nettoyage, mais qu'il n'existe pas, à l'instar de son peintre. Au centre du roman de Michon, il y a donc un vide. Ce vide, par contre, est encadré de détails historiques exacts. Les événements politiques décrits se sont vraiment passés et les personnes dans le tableau sont vraies. Les faits sont donc mêlés à la fiction tout au long du texte, à tel point que le lecteur commence à se demander si Corentin n'a pas vraiment existé. Le narrateur, grand spécialiste au Louvre, est présenté comme un expert qui raconte sans hésitation la biographie de Corentin, qui, semble-t-il, est assez connu. Il affirme qu'il était né, on le sait, à Combleu en 1730 et étoffe son discours avec des faits qu'il a lus dans les 1000 biographies de Corentin. Il fait référence aussi à d'autres sources, surtout si on considère les tableaux comme des sources historiques. Au tout début du texte, le narrateur dit que selon la légende, on peut voir Corentin
tout jeune dans la scène faite par Tiepolo des noces de Frédéric Barberousse, qui se trouve sur le plafond de Würzburg. On dit qu'on peut aussi l'apercevoir, un peu plus âgé, parmi les témoins dans l'ébauche de David du serment du jeu de pommes. Comme je viens de vous montrer, ces deux tableaux existent réellement, et on peut y voir les figures décrites, le petit page et, dans le David, cette silhouette sans âge, chapeautrée, oblique. Michon fait référence à des tableaux réels, mais il hésite avant d'insérer Corentin, figure imaginaire, au sein de tableaux existants. Enfin, le guide admet que la légende est exagérée. Cette identification a tout pour séduire, quand bien même elle serait une fantaisie. Ce page est un type, pas un portrait. Quant au David, devant cet homme fiévreux mais calme, qui pourrait aussi bien être lui quant au visage, je suis plutôt de ceux qui prononcent le nom de Marat. Or, même si Corentin n'apparaît pas dans ses peintures, l'idée prend racine chez le lecteur qui pourrait y figurer, ce qui aide à l'ancrer dans un monde réel, une époque tangible, et à l'associer aussi à une tradition de peinture précise. Michon opère un mélange semblable de réel et d'imaginaire avec des références à Jules Michelet, grand historien du XIXe siècle qui a existé et qui a écrit Histoire de la Révolution française, publié en 7 volumes entre 1847 et 1853. Dans l'univers de Michon, Michelet a écrit 9 volumes de plus, qui incluent 12 pages sur les 11. Michelet y retrace l'histoire de la commission et de la naissance du tableau, histoire qui est devenue la version acceptée des événements. Cependant, comme l'explique le narrateur, cette histoire est largement inventée, basée sur les autres tableaux que Michelet avait vus. Et je cite, « À la décharge de Michelet, on peut croire que dans le bric-à-brac prodigieux et prodigieusement encombré qui lui tient lieu de mémoire, il a pour guide et repère d'autres peintures. L'officier de chasseur de Jéricho, une bataille de Rubens, les illustrations que fit pour Macbeth Fuseli ou la jument emblématique du cauchemar de ce même peinture. » Le narrateur suggère aussi que Michelet avait ajouté à sa description des 11 une lanterne, qui ne figure pas dans le tableau. Cependant, celui-ci craint bien qu'elle ne vienne pas du 13 de Maillot de Goya. Lors d'un entretien, Michon confirme qu'il a plaqué sa propre inspiration pour les 11 sur celle de Michelet. Il cite, il dit « Qui est Corentin? C'est un disciple de Tiepolo qui a rompu avec le baroque comme l'a fait Goya par le caravagisme sans devenir un néoclassique comme David, qui est allé chercher les formes lumineuses et sculpturales dans l'Antiquité. Corentin, c'est Goya, si la France avait eu la chance de l'avoir. » Michon crée donc un lien entre le travail d'historien réalisé par le Michelet fictionnel et son propre travail de romancier. Il met également en évidence dans quelle mesure les points de repère personnels influencent tout travail d'interprétation historique et littéraire, idée qu'il renforce avec une démonstration physique. Au Louvre, le tableau est couvert d'une vitre, et le narrateur encourage son intervenant de voir comment le reflet change sur la vitre quand se déplace un peu. La perspective, physique ou métaphorique, a donc une grande influence sur la manière dont l'histoire est conçue et comprise. L'histoire, pour Michon, se prête donc à une multiplication d'interprétations possibles. Comme l'explique le narrateur, le tableau Les 11 était justement un joker, peint pour permettre 2 interprétations différentes. Si Robespierre prenait définitivement le pouvoir, le tableau serait preuve de sa grandeur et de la vénération qu'on avait toujours eue pour sa grandeur. Si Robespierre tombe, le tableau serait preuve de son ambition effrénée pour la tyrannie, et on prétendrait que c'était Robespierre lui-même qui l'avait commandé. Dans les 11 donc, ce qui est important est l'interprétation et l'imagination. Les références aux faits et aux documents historiques ne sont pas toutefois juste des effets de réel ou des effets de vérité, incluses pour encourager le lecteur à accepter tout le roman comme vérité historique. Si Michon joue avec le lecteur, il est d'ailleurs possible de se faire laisser emporter par le roman et croire, le temps de la lecture, à l'existence des 11. Michon ne fait pas d'histoire révisionniste et n'essaie pas de vraiment tromper le lecteur. Les contours de l'histoire, c'est-à-dire
l'enchaînement d'événements politiques et les personnages historiques sont en accord avec l'histoire établie. Mais Michon propose une nouvelle façon de les aborder. Son mélange de faits et de fiction encourage la participation active du lecteur, qui doit lui aussi explorer des interprétations multiples. Les 11, le texte, est déjà le produit de l'imagination de Michon. Mais en ne décrivant jamais les 11, le tableau, il fait du lecteur un partenaire d'écriture, dans la mesure où ce dernier élabore et développe sa propre conception du tableau au fil de la lecture. Je passe donc à mon prochain texte. HHHH de Laurent Binet est aussi écrit à la première personne. Le narrateur rédige un texte sur deux parachutistes, Youssef Gabčík et Jan Kubiš, un Tchèque et un Slovaque, qui ont participé à l'opération Anthropoïde, c'est-à-dire le projet d'assassinat de Reinhard Heydrich, surnommé le boucher de Prague, un nazi de haut rang et un des architectes de la solution finale. L'attentat ne s'est pas déroulé comme prévu, mais Heydrich est mort de ses blessures. Gabčík et Kubiš se sont réfugiés dans une église à Prague, mais sont morts suite à une confrontation contre les forces nazies. Le narrateur se ressemble à Binet. Leurs compagnons ont le même nom, ils partagent le même parcours professionnel, ainsi que les mêmes opinions sur l'écriture du roman historique. On connaît celle de Binet grâce à des entretiens. Or, le narrateur ne se nomme jamais, laissant le texte dans un quasi-pacte autobiographique. Tout en ne confondant pas Binet l'auteur à Binet le narrateur, j'appellerai quand même le narrateur Binet par souci de clarté pour ma communication aujourd'hui, mais tout en savant que c'est quand même compliqué. Cette confusion au niveau du pacte autobiographique est typique de ce texte, qui commence de la manière suivante. Gabčík, c'est son nom, est un personnage qui a vraiment existé. Cet incipit place le texte déjà au carrefour de la littérature et de l'histoire, le réel et l'imaginaire. L'usage du mot « personnage » plutôt que « personne » renforce l'idée que Gabčík est bien le personnage d'un roman, mais le « a vraiment existé » attire l'attention du lecteur sur la dimension réelle, la dimension « based on a true story ». Binet critique les romanciers qui modifient, même légèrement, la suite d'événements historiques. Tout le monde trouve ça normal, bidouiller la réalité pour faire mousser un scénario ou donner une cohérence à la trajectoire d'un personnage dont le parcours réel comportait sans doute trop de chaos hasardeux et pas assez lourdement signifiant. Il met en valeur sa propre enquête, élaborant longuement sur les démarches de recherche qu'il entreprend et citant avec abondance une grande variété de sources historiques, entre autres les discours officiels, les journaux de Goebbels, les photographes, les extraits de journaux, les fiches biographiques, les mémoires de la femme de Heydrich, ainsi que les sources secondaires, comme les textes du grand historien de la Shoah, Raoul Hilberg. Or, s'il semble au début que Binet cherche à imiter l'écriture feuilletée des historiens et ainsi mettre en évidence la fiabilité de son texte, il ne suit pas la procédure jusqu'au bout. Il néglige souvent de donner des sources de ses citations ou de dire s'il les a trouvées dans une archive ou les a prises d'un texte d'histoire. Il n'y a pas de bibliographie ni de liste d'archives consultées, il n'y a qu'une seule note de bas de page qui commente une expression allemande traduite comme « bouffer le tapis », apparemment utilisée en 1938 en référence à Hitler en colère. La note de bas de page finit ainsi. Je me suis renseigné et n'ai trouvé trace nulle part de cette expression idiomatique. Binet fait donc beaucoup de travail pour un détail insignifiant, et comme c'est souvent le cas dans ce texte, l'attention du lecteur est attirée loin des grandes lignes de l'histoire pour se concentrer sur des points mineurs, tels que cette expression, ou la couleur d'une voiture, ou encore sur la préférence des parachutistes pour le thé ou le café. Binet affaiblit davantage la confiance de son lecteur avec ses opinions sur les dialogues. Il affirme que rien n'est plus artificiel dans un récit historique que ces dialogues reconstitués à partir de témoignages plus ou moins de première main, sous prétexte d'insuffler de la vie aux pages mortes du passé. Mais que, s'ils ne peuvent se fonder sur des sources précises, fiables, exactes au mot près, les dialogues seront inventés. En revanche, Binet néglige souvent d'indiquer s'il s'agit d'un dialogue rapporté ou inventé. La situation se complique davantage dans la mesure où les personnages parlent l'allemand, le tchèque et l'anglais, alors que tous les dialogues sont rapportés en français.
sans indication de source de traduction aucune de la part de Binet. Vers le début du texte, il y a une scène où Binet discute du manuscrit avec un ami. Faisait référence à une partie où il raconte une série de conversations téléphoniques qui ont eu lieu la nuit des longs couteaux. Il insiste « Mais tu sais que chaque coup de téléphone correspond à un cas réel. Je pourrais te retrouver presque tous les noms, si je voulais. » Il choisit par contre de ne donner ni nom, ni référence, laissant ses futurs lecteurs, tout comme son ami, perplexes. Binet, néanmoins, se lamente. J'aurais dû être plus clair au niveau pacte de lecture. Mais le seul pacte auquel il semble vraiment adhérer est celui de maintenir son lecteur dans le flou. Le texte est parsemé d'expressions légères, comme « Pourquoi ai-je inventé cette phrase ?» Sans doute parce qu'il l'a vraiment prononcée. Et si Binet ne conteste jamais les grandes lignes de l'histoire, il met constamment en question les détails historiques. Il donne, par exemple, des informations qui semblent être précises. Et je cite, « À 9 heures, enfin, le premier char allemand pénètre dans la ville. » Seulement, pour revenir en arrière au début du chapitre suivant en affirmant, « En fait, je ne sais pas si c'est un char qui pénètre en premier dans Prague. Les unités les plus avancées semblaient être massivement constituées de motos et de sidecars. » Il se montre aussi facilement influencé par des films et des romans, comme quand il doit préciser que, j'ai dit une bêtise, en fait, le chef des services secrets anglais à cette époque se faisait appeler C et non pas M, comme dans James Bond. Le narrateur se montre donc à la fois fiable et non fiable. Il se trompe à maintes reprises et se perd dans des détails peu importants. En même temps, il revient sur ses dires pour se corriger, se montrant donc fiable en quelque sorte. Binet se positionne contre ces romanciers qui, et je cite, « s'appuient sur une histoire vraie, en exploitant au maximum les éléments romanesques, mais inventent allègrement quand cela peut servir la narration sans avoir de compte à rendre à l'histoire. Un tricheur habile, un prestidigitateur, un romancier quoi. » Il est malgré tout parfois séduit par le romanesque, comme lorsqu'il évoque une scène presque pathétique de Gabčík faisant ses adieux à sa famille avant de participer à l'attentat, seulement pour le regretter un peu plus loin. Cette scène est parfaitement crédible et totalement fictive, comme la précédente. Quelle impudence de marionnettiser un homme mort depuis longtemps, incapable de se défendre. De lui faire boire du thé alors que, si ça se trouve, il n'aimait que le café. J'ai honte. Toutefois, il se laisse emporter lors de la scène de l'attentat, point culminant du texte. Il la raconte d'une manière plus traditionnellement romanesque, voire même cinématographique. Binet apprécie le pouvoir de l'écriture romanesque de transporter le lecteur et de faire, momentanément, coïncider passé et présent dans son imaginaire, ce qu'il suggère par la phrase au début de la scène de l'attentat. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mai 2008. Quand les pompiers arrivent, vers 8 heures, ils voient des SS partout et un cadavre sur le trottoir. Mais, tout en appréciant les possibilités de l'écriture traditionnellement romanesque, Binet reste fidèle aux faits historiques et conscient des limitations du romanesque. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je ne ressusciterai jamais Jan Kubiš, le brave, l'héroïque Jan Kubiš. Il doit aussi se rendre à l'évidence qu'il ne pourra jamais tout découvrir sur ces hommes et que des vides subsisteront. Je ne sais même pas comment ils ont réagi quand est venu leur annoncer la mort d'Heydrich, alors que cela aurait dû constituer l'un des temps forts de mon livre. Binet essaie toutefois de donner autant d'informations que possible, et la plupart du texte est écrit dans un style ampoulé de la littérature feuilletée. Vers la fin de HHHH, Binet cite Barthes, qui conseille, surtout, ne cherchez pas à être exhaustif, conseil que Binet ignore. Il présente plutôt le lecteur avec une foule de choses, faits et suppositions, conversations réelles et imaginaires, et informations sur tout, de la politique nazie aux blondes éventuelles de Gabčík et Kubiš. Il commente aussi son processus d'écriture et de recherche. Il présente le tout dans une série de chapitres très courts. Il y a 257 dans le texte. Avec cette fragmentation et toutes ces informations, Binet exige, donc tout comme Michon, une attention active de la part de son lecteur, qui, cette fois-ci,
doit trier les informations données afin de les reconstituer et finalement en créer sa propre vision de l'histoire. Si ni les 11 ni HHH ne proposent guère de modification des faits historiques avérés, ils montrent toutefois que l'inclusion de documents historiques sous forme de citations n'implique pas forcément la fiabilité d'un texte, et que ces citations peuvent être lues comme effets de réel plutôt qu'effets de réalité, comme l'affirme Chartier dans la citation mentionnée plus haut. Les deux narrateurs, peu fiables, ou du moins suspects, prouvent que la documentation historique est facilement manipulée. Dans ces textes, un des effets produits est celui de la participation active du lecteur commenté, comme on l'a déjà vu ce matin, par Wayne Booth, l'auteur du terme narrateur non fiable. Le lecteur n'est pas seulement impliqué dans la construction du sens du texte, mais il est également amené à réfléchir sur l'acte d'élaborer un récit historique, sur les choix faits par le narrateur, et aussi sur sa propre manière d'aborder un texte historique et de juger sa vérité. En même temps, en lisant ces deux romans, il semble que cette mise en question de la vérité associée aux citations mène à une lecture approfondie des moments historiques. Plutôt que d'imposer une seule vision de l'histoire, le lecteur est encouragé à considérer et à interpréter soi-même la documentation et à faire sa propre reconstitution historique. Il doit lire de manière active et s'engager dans la création du sens. Soulignons par là la justesse de l'affirmation de Binet, et je cite, pour finir, « Pour que quoi que ce soit pénètre dans la mémoire, il faut d'abord la transformer en littérature. C'est moche, mais c'est comme ça. » Merci.